Bonsoir à vous, Jean-Michel Blanquer. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ancien ministre de l'Éducation nationale, ancien président de l'Institut des Amériques et professeur de droit public. On va revenir évidemment sur l'arrestation et la comparution ce soir de Nicolas Maduro, le président déchu du Venezuela. D'abord, je vous présente Louis Augry de notre cellule Vrai ou Faux qui va y revenir lui aussi. Bonsoir, cher Louis, inculpé par la justice américaine, donc notamment pour narcoterrorisme. Nicolas Maduro a plaidé non coupable ce soir, mais pour justifier l'enlèvement du dirigeant vénézuélien, l'administration Trump assure qu'il est à la tête d'un vaste cartel, une opération mafieuse, le cartel de Los Soles. Louis, que sait-on vraiment des liens entre Maduro et ce cartel? Alors en tout cas, du côté de Donald Trump, c'est assez clair. Nicolas Maduro, c'est rien que moins que le chef de ce cartel. Voilà ce qu'il disait encore ce week-end à ce propos. Il était à la tête de cartels vicieux, comme le cartel de Los Soles, qui a inondé notre pays de poison, qui est responsable de la mort de centaines de milliers d'Américains. Voilà, vous avez entendu Donald Trump et ses accusations, on les trouve, vous l'avez dit, dans l'acte d'accusation officiel contre Nicolas Maduro. L'accusé a contribué à la gestion et finalement à la direction du cartel de Los Soles à mesure qu'il gagnait en puissance au Venezuela. Maintenant, est-ce que seulement ce cartel de Los Soles, il existe vraiment ? Vous allez voir que c'est pas tout à fait aussi clair que ce que raconte Donald Trump. Le cartel des soleils, en français, finalement, c'est un terme qui est né à partir du début des années 90 au Venezuela. Il est d'abord utilisé par des journalistes pour parler des accusations de trafic de drogue qui impliquaient à l'époque des hauts gradés de l'armée vénézuélienne, des hauts gradés qui ont des soleils sur leurs épaulettes, d'où le nom cartel des soleils. Ensuite, ce terme, finalement, il a englobé tous les actes de corruption de chaque officiel vénézuélien qui échangeait avec des narcotrafiquants, une corruption qui s'est largement développée sous la présidence d'Hugo Chavez d'abord, avant de continuer forcément sous celle de Nicolas Maduro. Et alors, est-ce que ça veut dire que ce cartel des soleils, c'est une organisation criminelle organisée? C'est ce qu'on pourrait croire, en tout cas, quand on regarde la liste des organisations terroristes considérées par les États-Unis. On trouve le cartel de Los Soles aux côtés d'Al-Qaïda, de l'État islamique ou du cartel mexicain de Sinaloa, ce qui peut donner finalement l'image d'une organisation avec une hiérarchie, une structure, donc un chef, en l'occurrence Nicolas Maduro. Sauf que d'après la plupart des spécialistes avec qui on a discuté, c'est pas tout à fait le cas. On en a parlé avec le chercheur Thomas Posado. Le cartel des soleils, c'est tout fonctionnaire vénézuélien ayant eu un lien avec le trafic de drogue. À ce titre, tout le monde peut appartenir ou ne pas appartenir au cartel des soleils. Il n'y a pas de structure d'organisation criminelle comme dans des cartels comme le cartel du Sinaloa, comme le cartel de Cali, qui ont une hiérarchie en leur sein. Voilà, vous avez entendu, avec le cartel de Los Soles, on n'a pas vraiment de groupe structuré avec Nicolas Maduro qui serait à la tête et qui donnerait les ordres finalement, mais plutôt un système de vaste corruption massive qui a finalement gangréné le pays à travers les années. Et on sait si Maduro a des liens avec ses officiers corrompus et donc avec le trafic de drogue au Venezuela? C'est bien ça qui devra être prouvé finalement pendant ce procès de Nicolas Maduro. On le rappelle, dans cette affaire, Nicolas Maduro, il n'est pas seul. Il y a ses proches aussi qui sont accusés. Et on peut rappeler que par le passé, des très proches du président, ses neveux avaient été arrêtés et condamnés pour tentative d'importation et distribution de cocaïne vers les États-Unis. Donc le fait qu'il y ait un problème, un vaste problème de corruption qui implique des proches du pouvoir au Venezuela, c'est unanime, il n'y a pas de débat. Mais ça ne veut pas dire que ce cartel de Los Soles, est une véritable organisation structurée, comme l'avance Donald Trump. Ça ne veut pas dire non plus que Nicolas Maduro en est à la tête. Merci beaucoup, Louis Augry. Rendez-vous hebdomadaire tous les samedis à midi. Merci. Merci à vous. Beaucoup. Jean-Michel Blanquer, vous avez donc été le président de l'Institut des Amériques. Vous connaissez très bien cette région du monde en particulier. On a donc très envie de d'entendre votre expertise ce soir. D'abord, comment qualifieriez-vous cette opération d'arrestation de Nicolas Maduro par les forces spéciales américaines? Audacieuse, risquée, folle? Elle est audacieuse, sans aucun doute. D'ailleurs, d'un point de vue strictement militaire, elle a été techniquement réussie. Ouais. Même si, contrairement à ce qui a été dit au début, il y a évidemment des pertes humaines très importantes.
côté vénézuélien. Hein, c'est pas une opération neutre en termes de vie humaine. Très importante. Les chiffres que l'on avance maintenant, c'est 40 à 50 personnes qui seraient mortes. Il y a eu des bombardements aussi. Il y a eu beaucoup de panique à Caracas du fait de cela. Donc ça a été chirurgicalement réussi au sens où il n'y a pas de perte de soldats américains. Donc d'un point de vue américain, on peut le dire. Mais néanmoins, c'est pas une opération sans dégâts, si vous voulez. Donc ça, c'est la dimension, je dirais, factuelle des choses. Après, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une logique de reconquête d'influence des États-Unis en Amérique latine, laquelle avait beaucoup baissé depuis plusieurs décennies. Maintenant, ça fait 20 ou 30 ans que les États-Unis n'ont pas la même puissance qu'auparavant. Et d'ailleurs, l'interventionnisme américain aux États-Unis a été très important au 19e et au 20e siècle, mais depuis quelques années, il n'existe presque plus d'un point de vue militaire. Et il faut d'ailleurs noter que dans toute l'histoire de l'interventionnisme américain aux États-Unis, depuis la doctrine Monroe, il y a eu des dizaines d'interventions, mais toutes les interventions militaires directes ont été au nord de la Colombie, autrement dit Amérique centrale, Mexique et Caraïbes, jamais en Amérique du Sud. Vous avez eu de l'interventionnisme indirect, par exemple l'influence sur le coup d'État au Chili, mais vous n'avez jamais eu l'armée américaine arrivant en Amérique du Sud, jamais. En Amérique latine, oui, mais en Amérique du Sud, non. Eh bien, c'est une innovation, ce qui vient de se passer de ce point de vue-là aussi. Et la dernière fois qu'il y a eu quelque chose de comparable, c'était 1989 et l'arrestation de Noriega à Panama. Vous avez cité le Chili en disant que il n'y avait pas d'intervention américaine, mais enfin au Chili, c'était un coup d'État des militaires. Pinochet a renversé... J'ai dit qu'il y avait une influence indirecte. Absolument, indirecte, pour renverser Allende. Là, vous estimez que ils ont pris le contrôle d'un chef d'État et c'est fini, ou c'est un véritable coup d'État ? Alors, le mot coup d'État ne serait pas approprié, puisque c'est pas quelque chose qui vient de l'interne et qui remplacerait un président par un autre à ce stade. Donc c'est vraiment un coup de force externe. Ce qui me paraît le plus important aujourd'hui est moins de caractériser cela, même si c'est évidemment un problème, que de voir ce que l'on fait par rapport à cette situation. C'est-à-dire, d'ailleurs, le problème est posé à tout le monde, y compris à Donald Trump lui-même, parce qu'il ne suffit pas de retirer un président pour que d'un seul coup tout change. Il faut savoir d'ailleurs. Oui, c'est assez surprenant dans ses déclarations, d'ailleurs, de voir... il a toujours une grande confiance en lui-même, fort bien, mais ça donne un sentiment de grande puissance des États-Unis, tout cela, ce qui est exact. Néanmoins, ce n'est pas une puissance absolue. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. D'abord, la force du chavisme au sein du Venezuela. Ça fait des décennies maintenant qu'ils ont réussi à avoir une armée relativement soudée, à avoir toute une série de secteurs qui dépendent de ce régime politique, avec beaucoup de corruption, comme on l'a dit, mais en tout cas qui représentent du monde. Et ces personnes-là vont pas, entre guillemets, se laisser faire. D'où l'importance aujourd'hui d'imaginer un scénario le plus pacifique possible pour la transition, parce que sinon on peut avoir une très grande polarisation de la société vénézuélienne, même si majoritairement, aujourd'hui, on peut considérer que cette société est contre le chavisme et contre Maduro. Mais quand on parle de transition, on parle de quoi ? Puisque Donald Trump, il n'a pas parlé de transition démocratique, il n'a pas dit qu'il allait organiser des élections démocratiques, il a même l'air de considérer que pour l'instant, finalement, il pourrait faire affaire avec la vice-présidente, qui est donc aujourd'hui présidente par intérim, qui est une bébé Maduro. Et donc, finalement, on a ce régime qui est là, qui est toujours en place, ce soir à l'heure où on parle. Il pourrait y avoir une espèce de répartition des rôles comme ça, le régime reste en place, les Américains prennent le pétrole et finalement il y a un statu quo. Bon, avec votre question, on est au cœur du sujet, c'est-à-dire la question est d'une part quels sont les scénarios possibles et quelles initiatives prendre à l'échelle de la France, de l'Europe et des pays d'Amérique latine. Puisque ce que l'on voit, c'est que Donald Trump a créé une sorte d'inconnu, y compris pour lui-même. Et il y a des bizarreries dans ce qui a été dit, dans ce qu'il a dit dans sa conférence de presse samedi, notamment le fait qu'il se démarque du président élu et de la prix Nobel de la paix, qui étaient en quelque sorte les personnes les plus légitimes, puisque n'oublions pas que Maduro a truqué les précédentes élections et que donc il y avait la possibilité pour les États-Unis d'avoir un discours très légitimiste et légaliste en disant nous installons le vrai président élu à la place du président. D'un point de vue même des principes, il y avait de la force à cet argument. Curieusement, Donald Trump a lui-même presque détruit cet argument, en tout cas l'a écarté, pour sembler préférer une sorte de pression sur la vice-présidente actuelle et puis ouvrir une zone un peu d'inconnu pour le futur. D'où l'importance de prendre des initiatives diplomatiques actuellement. C'est ce que viennent de faire le Brésil, le Mexique. Et à mes yeux, l'intérêt de la France et de l'Europe est de promouvoir la latino-américanisation
de cette transition démocratique. Avant les initiatives, effectivement, qu'on pourrait prendre, ça peut, cette confiance donnée à Dulcy Rodriguez, la vice-présidente, qui est un bébé de Chavez, comme l'a dit Sonia, ça peut tenir longtemps, parce que ça paraît quand même... Alors, c'est vrai qu'il y a une sorte de contraste entre la préparation, mais chirurgicale de la frappe, et on a l'impression qu'il n'avait pas du tout pensé l'après Donald Trump. Cet après-là, qui a l'air d'être improvisé, vous y croyez, vous ? Je ne sais pas à quoi il faudrait croire, mais ce que je sais, c'est qu'il faut effectivement s'étonner de ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, il y a d'une part la dimension presque technique et militaire de ce qui s'est passé, qui évidemment est une réussite technique, si je puis dire. Et puis, vous avez toute la dimension politique infiniment complexe. Complexe au regard de la situation vénézuélienne interne, complexe au regard des intérêts internationaux. Il faut parler de la Chine, on parle de la Russie, mais il faut aussi beaucoup parler de la Chine dans ce qui est en train de se jouer. De même, on parle beaucoup du pétrole, à juste titre, mais le pétrole, je crois que le pétrole vénézuélien, c'est 3% du pétrole chinois. On oublie de mentionner tout ce qui se passe dans la partie de l'Orénoque, donc le sud du Venezuela, qui est en frontière avec le Guyana, où il y a énormément de pétrole au Guyana, et aussi dans cette zone, mais il y a aussi toute une série de minerais qui sont tout à fait stratégiques et que la Chine a réussi à s'approprier ces dernières années. De même, vous avez des milliards... C'est ça que Trump a voulu contrecarrer ? Bien sûr que cette dimension-là, elle est importante. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Le pétrole, c'est très important, mais à la limite, il y a presque plus important que le pétrole dans ce qui se joue là. D'abord, il y a les investissements qui ont été réalisés. La Chine a investi énormément, donc elle va certainement faire valoir certains intérêts dans les discussions. Et c'est pas rien. Donc la discussion, c'est pas juste Trump c'est ce qui et s'est le passé Venezuela. pour le canal de Panama, en gros. On veut virer les Oui, intérêts exactement. Et donc, on a là un jeu de rapport de force États-Unis-Chine, encore plus que États-Unis-Russie dans cette affaire, à l'échelle de l'ensemble du continent américain. C'est la dimension la plus importante pour comprendre cette opération américaine de samedi contre le président Maduro, la concurrence avec la Chine, le rapport de force avec la Chine. Ce point est très important. D'ailleurs, d'une certaine façon, Donald Trump est relativement transparent dans ce qu'il dit. C'est d'ailleurs assez frappant. Hein. Il y a plusieurs points qui sont frappants. Il y a ce que j'ai dit là sur le fait d'écarter ce qui aurait pu être le président légitime. Mais l'histoire n'est pas terminée sur cette question, bien sûr. Mais deuxièmement, une autre chose frappante, c'est une forme de franchise un peu brutale sur les motivations qui sont sciemment économiques. Il dit qu'il faut rembourser les compagnies américaines qui ont été spoliées. Il faut noter qu'il y a quelques semaines, il y a eu un arbitrage favorable à Exxon dans un conflit qui les oppose à PDVSA. Et donc, de toutes les façons, se posait la question de savoir comment, entre guillemets, faire payer le Venezuela. Et tous ces sujets-là font partie du paysage, évidemment. On a donc aujourd'hui, bien sûr, premièrement, une question de leadership des États-Unis sur le continent, vieille question, mais qui se posait en des termes différents depuis une vingtaine d'années. Donc on pose de retour des États-Unis sur le continent américain, mais qui ne se passerait pas si facilement que ça. Mais deuxièmement, une des très grandes questions à mes yeux, c'est comment on encourage une approche latino-américaine de ce qui se passe. Je vous promets qu'on va y venir. Oui. Vous l'avez dit, il a semblé écarter cette Maria Corina Machado, qu'on connaît mal ici, sauf qu'elle est prix Nobel de la paix, en disant finalement elle est plus légitime et elle est considérée comme de droite, voire d'extrême droite. Qui est-elle ? Est-elle vraiment d'extrême droite ? Et a-t-elle vraiment perdu la confiance des Vénézuéliens ? Je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Je pense qu'elle a une grande popularité au sein du peuple vénézuélien, d'où, encore une fois, le caractère étonnant des choses. Il faut savoir que Trump est échaudé de l'épisode 2019 où il avait soutenu le précédent candidat présidentiel et on lui avait dit à l'époque, et elle était déjà dans cette configuration, on lui avait dit à l'époque que le peuple vénézuélien allait en quelque sorte se soulever et finalement les États-Unis se sont trouvés dans une impasse. C'est un point à noter parce que c'est pas la première fois que le chavisme est au bord du gouffre. Et ce qui est très frappant dans le chavisme depuis 1998 et notamment depuis 2000, c'est que, donc depuis plus de 25 ans, c'est que il est très souvent au bord du gouffre et il se recompose. Il y a toujours une sorte de ressource qui est liée, encore une fois, au fait qu'ils ont réussi à s'ancrer dans la société, par l'argent d'ailleurs, hein, par une série de fidélités, par une série de corruptions aussi. Et tout ceci, évidemment, crée une situation difficile. Donc vous ne changez pas une société et un gouvernement comme ça du jour au lendemain. Donc Trump est devant une partition beaucoup plus complexe que ce que l'on veut bien dire. Et je pense que c'est avec cette complexité maintenant que d'un point de vue géopolitique, il faut agir à l'échelle européenne comme à l'échelle latino-américaine.
C'est quoi alors cette approche latino-américaine que vous souhaitez En fait, si vous voulez, vous avez, depuis les transitions démocratiques latino-américaines, depuis le début des années 90, eu des mécanismes d'intégration régionale qu'on peut comparer à ce qui s'est passé pour l'Europe, même si c'est différent évidemment, mais c'est le même esprit, c'est-à-dire la volonté d'unir les pays entre eux. Et vous aviez une relative homogénéité des pays d'Amérique latine sur le plan politique à cette époque. Depuis une dizaine d'années, tout ceci est entré en crise, ne serait-ce que parce que vous avez des gouvernements latino-américains. Milei et Lula, ça a l'air exactement, ça n'a plus rien à voir avec, disons, des gouvernements de centre-droit ou de centre-gauche qui ont pu exister précédemment. Et même la gauche elle-même est divisée. Par exemple, Lula et Maduro, ça n'a rien à voir. Et Lula n'aime pas du tout le régime chaviste, même si, bien sûr, aujourd'hui, il est en soutien de la légalité internationale dans cette affaire. Donc ça s'est fragmenté. Néanmoins, on voit dans une occasion comme celle-ci que ça peut se réunir. L'initiative Brésil-Mexique qui vient d'être prise est intéressante de ce point de vue-là, ne serait-ce que parce que ces deux pays à eux seuls sont très significatifs et pèsent. Et donc aujourd'hui, on voit que d'ailleurs que l'Espagne a joué ce jeu, on voit que d'ailleurs que la France, au travers d'initiatives d'Emmanuel Macron, commence aussi à entrer dans cette approche-là, c'est-à-dire aider les Latino-Américains à régler leurs questions régionales. Le même genre de raisonnement qu'on tient d'ailleurs aujourd'hui pour l'Europe vis-à-vis de l'Ukraine, ou le même genre de raisonnement qu'on essaye d'avoir pour l'Afrique vis-à-vis de crises africaines. Donc on se pose beaucoup de questions sur l'évolution des relations internationales et du droit international. N'oublions pas au passage l'importance dans la durée de ce qu'est la régionalisation, c'est-à-dire la capacité à résoudre certaines crises nationales par une approche non pas complètement internationale, mais notamment régionale. La France qui est présente en Amérique du Sud avec la Guyane, bien sûr. On aurait tendance à l'oublier. C'est bien de le rappeler. Alors, et maintenant, évidemment, depuis samedi, on prend encore plus peut-être la parole de Donald Trump au sérieux quand il profère des menaces. Et c'est ce qu'il a fait à l'égard de la Colombie, de Cuba. Et puis, on va y en parler aussi du Groenland. Donald Trump, donc, à bord de l'US Air Force sur le Groenland, c'est ça? Sur le Groenland. On va s'occuper du Groenland dans environ 2 mois. Parlons-en dans 20 jours. Nous avons besoin du Groenland pour la sécurité nationale. Et le Danemark ne pourra pas le faire. Vous pouvez en être sûr. Vous savez ce que le Danemark a fait récemment pour renforcer la sécurité au Groenland ? Ils ont rajouté un traîneau à chiens de plus. Ils pensaient que c'était une excellente décision. Voilà, donc ça, c'est les menaces sur le Groenland. Et puis, donc, je l'ai dit, il y a aussi, il a menacé le président colombien de subir le même sort que Maduro. Il a dit aussi Cuba est prêt à tomber. Il faut s'attendre à quoi maintenant? À tout? Bon, là, on voit une espèce d'hubris du président américain qui, évidemment, rencontrera sa limite. D'abord, des limites internes au sein des États-Unis. Qui va apporter des limites à Donald Trump aujourd'hui? Là, aujourd'hui, il faut peut-être avoir le sens du long terme, c'est-à-dire il y a quelque chose de très frappant qui vient de se passer avec cette opération. Encore une fois, comme on vient de se le dire, tout n'est pas fait. Donald Trump va devoir discuter va devoir composer avec une série de réalités. Il n'a pas la possibilité comme ça de tout changer par un coup de baguette magique. Oui, mais vous avez de la même façon, dans la fin, ça a fantastiquement bien marché. Donc lui, il peut se dire, j'ai qu'à appuyer sur un bouton, dire aux généraux, allez-y, virez-le-moi celui-là, et ça marche. Donc dans son hubris, il peut être tenté de le faire. Oui, puisque ça n'a rien réglé à terme. Enfin, à court terme, ça a marché, il peut fanfaronner. Ça renvoie à une série de problématiques, cette fois-ci propres aux États-Unis depuis l'arrivée de Donald Trump, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une série de victoires à court terme de cette approche. Elles vont rencontrer à un moment donné une limite, j'en suis convaincu. Il y a d'ailleurs aujourd'hui, dans la vie interne américaine, une série de limites qui sont rencontrées, ce qui est normal. Et même si la séparation des pouvoirs est abîmée aujourd'hui aux États-Unis, même si la société civile est organisée de manière assez faible finalement, ça reste quand même un pays qui a ses contre-pouvoirs. Et de la même façon, à l'échelle internationale, il va y avoir une série de contre-pouvoirs qui vont se mettre en place. Et notre intérêt à nous, Français, aujourd'hui, c'est dans une perspective d'ailleurs qui s'inscrit dans la vision régionale, notamment du dialogue Union européenne-Amérique latine, d'être capable de présenter des solutions alternatives. Et dans le cas du Groenland, c'est tout à fait typique. Il est évident que l'Union européenne aujourd'hui doit dire des choses assez claires, nettes et fermes là-dessus, d'autant plus que les arguments de sécurité qu'on vient d'entendre
ne sont pas justes. Il y a déjà des bases militaires américaines, tous ces pays font partie de l'OTAN, donc il n'y a en réalité aucun problème de sécurité des États-Unis. On retrouve plutôt les sujets économiques de nouveau, de matières premières dans cette affaire. Il nous reste 3 minutes et je sens qu'on a encore tous beaucoup de questions. Oui. Je vais poser la mienne quand même, pardon Gilles, sur Cuba. Parce qu'on a l'impression, on voit, alors on sait en plus que le chef de la diplomatie américaine est un fils d'immigrés cubains, on sait que le sujet lui tient à cœur, on sait que Cuba dépend beaucoup, visiblement, d'après ce qu'on a pu lire, du pétrole vénézuélien. Qu'est-ce qui va se passer à Cuba? Est-ce que vraiment le régime castriste peut tomber? Alors, on peut mener des raisonnements assez comparables à ceux du Venezuela, c'est-à-dire, bon, d'une part, il y a un affaiblissement considérable ces dernières années déjà en soi, ne serait-ce que parce que le Venezuela lui-même est très affaibli aujourd'hui, hein, indépendamment de ce qui vient de se passer, que ce soit l'inflation, que ce soit le nombre d'exilés. Il y a 7 millions d'exilés cubains. C'est un pays qui se meurt par une sorte de dévitalisation. Donc ça avait un impact déjà sur Cuba, parce que le Venezuela aide beaucoup moins Cuba ces dernières années, enfin, est moins en mesure de pouvoir le faire. Et puis maintenant, Cuba, sans l'allié vénézuélien, même si on n'y est pas encore, va évidemment avoir encore plus de difficultés. Mais on peut dire aussi la même chose pour Cuba que pour le Venezuela, c'est-à-dire que cette fois-ci, on a des décennies, plus d'un demi-siècle de régime castriste, et donc c'est un régime qui est très ancré dans la société, qui a beaucoup d'opposants. Il y a évidemment le fond de la société civile cubaine, mais désormais est contre le gouvernement, mais néanmoins, ça n'est pas du jour au lendemain que vous pouvez faire un changement de régime. Donc, il ne faut pas avoir une vision baguette magique des relations internationales, même si la rhétorique de Donald Trump invite à cela et que ce qui s'est passé de spectaculaire peut y inciter. Il faut garder beaucoup de sang-froid par rapport à ça. Bien sûr, tout ça est à la fois inquiétant et en même temps ouvre des opportunités, hein, puisque ce qui se passe au Venezuela, c'est quand même le déblocage possible d'une situation qui peut déboucher sur quelque chose de pire que ce qu'il y avait avant, une espèce de désordre, pourquoi pas de guerre civile, d'installation de guérillas, etc. N'oublions pas, par exemple, que les guérillas colombiennes sont présentes physiquement sur le territoire vénézuélien, dans une sorte de complicité avec le système chaviste. N'oublions pas que s'il y avait un nouveau gouvernement venu d'opposition, il y aurait sans doute un certain nombre d'éléments de l'armée qui feraient des sortes de guérillas. Donc tous ces sujets-là sont complexes et seraient à traiter. Ce qui est certain, c'est qu'on doit avoir des scénarios. Autrement dit, que ce soit les Américains eux-mêmes qui doivent proposer un scénario. La plongée dans l'inconnu de Donald Trump ne peut pas durer très longtemps. À un moment donné, il doit dire ce que sont les prochains pas. Mais nous aussi, Français et Européens, nous devons avoir des scénarios. On ne peut pas être juste spectateur à faire des commentaires juridiques sur ce qui vient de se passer. On doit être évidemment force de proposition et emporter la conviction, y compris des sociétés, je pense notamment aux sociétés latino-américaines d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Je suis désolée, Gilles, on n'a pas le temps pour votre dernière question. Merci beaucoup, Jean-Michel Blanquer. C'était passionnant d'avoir répondu à toutes nos questions. Ancien président de l'Institut des Amériques. Merci encore, Gilles, de m'avoir accompagné ce soir. Les informés, mais d'abord la météo.